Dernière partie pour ce matin, apprendre tout au long de la vie et les enjeux de l'employabilité. On va poser la question de la formation pour l'inclusion de tous. On va accueillir Radouane Mebarki, Clarisse Fajol et Jean-Marc Tassetto. Alors je sais que vous êtes un petit peu fatigués, on l'est tous, mais je vous demande un peu d'applaudir. Voilà, super. Merci, bonjour, prenez place. Bonjour, enchanté, content de vous voir. Voilà. Bonjour, excusez-moi, enchanté. Alors, vous avez compris, je vais présenter les intervenants. Clarisse Fajol, vous êtes directrice RSE Coca-Cola France et marraine aussi de Force Femmes, qui est une initiative à laquelle votre groupe, Coca-Cola, s'est associé. Peut-être un premier temps peut-être sur la RSE pour mettre tout le monde à niveau et partager les mêmes notions. C'est une notion qui est assez large. Qu'est-ce que c'est pour vous la RSE? Bonjour à tous. La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc voilà, c'est des fois une petite appellation un peu barbare, mais je pense que quand même de plus en plus courant. Aujourd'hui, c'est une fonction extrêmement stratégique dans les entreprises. Chez Coca-Cola, c'est très stratégique. C'est en fait deux axes principaux. On ne va pas développer ça aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais juste pour que vous sachiez. Donc, c'est la thématique de l'environnement, évidemment, dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Et puis, pour nous, en tout cas, la thématique de l'inclusion sociale. Parce qu'en fait, on est une marque connue dans le monde entier et qui a fait de son développement à partir de cette dimension d'inclusion sociale, d'être une marque populaire et qui vise à lutter contre les discriminations et puis encourager effectivement la chance donnée à tous. Donc c'est ce que je voulais représenter aujourd'hui. Et avec vous, on va parler également de l'entrepreneuriat au féminin, puisque vous participez également à ce partenariat avec, Tout à fait. Avec Force Femmes. À côté de vous, juste à côté, Jean-Marc Tassetto. Bonjour, vous êtes cofondateur marketing et développement international de Corp Academy, une entreprise de formation en ligne payante en B2B. On va en parler dans quelques instants, mais avant, vous étiez patron de Google France. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de Google, marque internationale, reconnue, avec un statut, à entrepreneur finalement? Alors oui, c'est ça qui est magique, c'est que Google, ça n'est qu'une partie de ma carrière, mais on ne me parle que de cette partie-là, et j'en suis très fier. C'est aussi une marque connue, qu'on utilise tous les jours des dizaines de fois. C'est très juste. Même s'il y a un moteur français qui s'appelle Quant et qui devrait pouvoir rivaliser un jour avec Google. On l'espère. En fait, culturellement, chez Google, mais dans bien d'autres entreprises, on est baigné dans une culture intrapreneuriale, entrepreneuriale. Il y a un rapport à l'échec qui est déjà très différent. C'est-à-dire que l'échec fait partie du chemin du succès. Donc, évidemment, quand on crée son entreprise, on pense aux victoires, on pense au succès, mais on est bien obligé d'essayer de pondérer les facteurs de risque et de penser aussi à l'échec. Donc, culturellement, Google, mais encore une fois, pas que Google, favorise cette culture de l'échec. La deuxième chose, c'est que chez Google, on a probablement le sens de cette révolution industrielle. Alors, troisième, comme dirait Grégoire, ou quatrième. Mais cette révolution industrielle, elle a une caractéristique par rapport aux trois précédentes, c'est qu'elle va très très vite. Donc ce sens-là de l'urgence, on l'a. Et enfin, il y a des termes qui sont employés comme moonshot, on peut faire des tirs vers la Lune, les big bets. Tant qu'à faire des paris, autant faire des grands paris, autant chercher l'impact. Tant qu'à se lancer dans des projets, c'est à peu près le même niveau de stress et le même niveau d'énergie de faire des petites choses ou des grandes choses. Faisons des grandes choses. Donc voilà, il y a un bain culturel. Sans parler des rencontres, j'ai trouvé chez Google un de mes associés cofondateurs de Corp Academy. J'ai fait la première rencontre à Stanford avec un professeur, Peter Norvig, qui en 2012 m'a dit « Je viens de donner un cours à 165 000 étudiants ». Ça fait beaucoup. Voilà, wow effect, comme disent les Américains. Et deuxième wow effect, les 200 meilleurs élèves du cours n'étaient pas de Stanford. Donc je découvrais les MOOCs, ces plateformes de formation massive en ligne. Je découvrais que la révolution digitale était en train d'impacter l'éducation. Et donc c'est devenu ennuyeux de travailler chez Google, c'est ça? Non, à aucun moment, au contraire. Ouais. Mais
D'abord, j'ai passé 3 ans merveilleux chez Google et 3 ans dans le digital. Chaque année vaut à peu près x3, x4, donc ça fait une bonne période en termes de stress et d'énergie. Et au contraire, c'est un formidable tremplin. Et au départ, on a beaucoup réfléchi avec les équipes de YouTube Éducation, les équipes de Google Éducation qui sont basées à Zurich. Donc au contraire, ça a été plutôt un tremplin. À côté de vous, Radouane Mebarki, président fondateur de Tous Repreneurs et fondateur de l'association d'insertion professionnelle CPE. Vous êtes élu municipal également. C'est intéressant de voir que vous avez un engagement qui est multiple, hein, entrepreneur, associatif et élu également, puisque vous êtes élu municipal à Nancy. Vous l'avez été en tout cas de 2008 à 2014. C'est là que vous lancez votre projet Tous Repreneurs. Comment a germé cette idée? Plus on a agi, plus on a d'idées, c'est ça? J'ai l'impression que vous êtes sur tous les fronts. Au contraire, l'idée, c'est d'arriver à créer des passerelles déjà pour moi, et puis pour tous les petits copains des territoires dans lesquels je vis et d'autres, qui sont tout simplement dans cette espèce de brouillard professionnel qui fait que entreprendre, ok, mais entreprendre dans quoi quand on ne sait pas quoi faire? Travailler dans quoi quand on ne sait pas quoi faire? Et il se passe quoi quand en 14 ans, on nous demande « mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» et que finalement, on est incapable de répondre à cette question et que des fois, par hasard de vie, on prend une route parce qu'il y a le grand frère qui est dans telle école, ou il y a le papa qui dégote un stage ici, ou finalement, on se dit « tiens, l'école là, elle est juste à côté de chez moi », et qu'on est dans ce brouillard professionnel pendant super longtemps, dans lequel on se dit « mais au final, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et c'est quoi mon truc? Pourquoi je suis bon? C'est quoi mon talent? Et sous quelle forme je l'offre en service pour que je puisse en gagner ma vie ?» Voilà l'objet de nos travaux. Et vous-même, comment vous l'avez trouvé, votre talent? Moi, je n'ai toujours pas trouvé. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai compris ce pourquoi j'étais bon. C'est que mon talent à moi, je pense que j'ai des aptitudes naturelles depuis que je suis gamin pour le commerce. Je suis un causeur, c'est-à-dire que j'ai cette facilité à m'exprimer, sauf quand je perds ma voix. Il y a de l'eau, si vous le souhaitez. Merci, c'est gentil. Mais je pense qu'aussi loin que je puisse me souvenir, je crois que j'ai toujours été délégué de classe. Vous voyez, c'est un détail dont je me souviens maintenant. J'ai toujours été délégué de classe. Quand tous mes copains n'avaient pas envie de parler, c'est moi qui leur parlais pendant des heures. Et le jour où je me suis rendu compte que finalement, c'était pas qu'un détail de l'histoire et qu'au final, c'était une aptitude naturelle, j'ai commencé à construire tout mon projet professionnel finalement sur le truc sur lequel j'avais une aptitude et une force. C'est-à-dire que plutôt que de me dire, tiens, je suis nul en maths et je suis nul là, et qui fait qu'on dise, tiens, il va falloir que tu améliores le truc sur lequel tu es nul, ce qui est une vraie connerie, je me suis tourné plutôt vers les trucs sur lesquels je pouvais capitaliser. Vous êtes toujours nul en maths, mais d'être très performant. Je suis toujours nul en maths, mais par contre, maintenant, je paye des gens qui sont bons en maths pour faire le travail. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que j'ai capitalisé sur les trucs sur lesquels j'étais bon, et je me dis, tiens, je vais appuyer là-dessus, puis ça a donné, finalement, le fait que je me dirige vers la fonction commerciale, que je suis aujourd'hui chef d'entreprise, et que je puisse me compléter des personnes qui sont meilleures que moi dans des domaines dans lesquels je ne suis pas. D'accord, donc reprendre une entreprise, finalement, quand on n'a pas d'idée, on reprend une entreprise, c'est plus simple. Quand on n'a pas d'idée, je pense qu'il ne faut pas se donner un frein à l'idée d'entreprendre. Finalement, la reprise d'entreprise permet de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Il faut avoir géré une entreprise quand même avant une première fois, avant de reprendre une entreprise. J'ai pas compris. Il faut avoir au moins eu une première expérience de gestion d'entreprise. On ne va pas reprendre une entreprise sans avoir jamais... Non? Moi, j'en suis pas convaincu. C'est-à-dire que l'idée, c'est simplement c'est une question, c'est pas bon. Ouais. C'est simplement d'avoir le logiciel qui dit... Voilà, il y a 600 000 entreprises qui vont être à reprendre en France dans les 5 à 10 ans à venir. C'est les personnes qui sont en âge de partir en retraite qui vont simplement devoir céder leurs entreprises, ce qu'on appelle les baby boomers. Finalement, la question à se poser, c'est de dire quand on va retirer le dirigeant là, donc souvent des très petites entreprises, c'est-à-dire qu'en fait c'est une personne dont il faut analyser qu'est-ce qu'il fait tous les jours. C'est quoi son travail? Est-ce que c'est plutôt un commercial? Est-ce que c'est plutôt un gestionnaire? Est-ce que c'est un petit peu un bout de tout ça? Ou est-ce que finalement il a une fonction clé? Et la question c'est de se dire si on le vire lui et qu'on me met moi, est-ce que je suis meilleur que lui ou pas? Est-ce que c'est vraiment cette entreprise-là qui est faite pour moi ou est-ce que finalement il faut que je me mette à chercher une entreprise dans laquelle c'est un mur, il y a un édifice, il y a un trou qui est rond, je suis rond, et je m'imbrique vachement bien là-dedans. Donc pour ça, il faut bien se connaître, il faut connaître sa forme et ensuite trouver simplement l'édifice dans lequel on peut aller s'imbriquer. Alors Clarisse Fageol, vous êtes partenaire avec Coca-Cola de Force Femmes. C'est là une façon d'orienter votre énergie, vos expertises chez vous vers l'entrepreneuriat féminin. Alors, ça dépend si vous parlez de moi à titre personnel ou moi représentante de l'entreprise, mais c'est intéressant parce que moi, si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est pour essayer de témoigner effectivement puisque le thème de cette session, c'est se former un peu toute la vie, c'est de savoir comment, et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, comment on peut faire de sa force au sein d'une entreprise une force aussi personnelle. On a beaucoup parlé d'intrapreneuriat ce matin.
pour aussi aller jusqu'à trouver sa voie. Parce qu'il se trouve que nous, chez Coca-Cola, nous soutenons l'empowerment au féminin, l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi les femmes? Parce que on est une entreprise présente dans près de 200 pays et qui a quand même, en France c'est vrai, mais dans plein de pays, énormément de disparités et énormément de différences d'accès à l'éducation ou d'accès à l'entrepreneuriat. Donc il se trouve que c'est un sujet qu'on a pris vraiment en charge depuis une dizaine d'années. Et la force, c'est comme on est présent dans près de plein de pays, on a cette chance de pouvoir, dans les pays où on opère, donc moi en l'occurrence pour la France, de se dire comment je pourrais traduire cette dimension de l'engagement au féminin dans ce qui existe en France. C'est comme ça que j'ai rencontré, moi, Force Femmes, il y a 10 ans, une association que vous connaissez certainement, même si dans la salle, je pense qu'il n'y a pas forcément... Une seconde. On va repasser le dessin, si vous voulez bien. Ah. Vous parliez, donc on n'avait pas le temps de le regarder. On va le repasser si on peut. Je ne sais pas si on peut faire marche arrière. C'était quoi ce dessin? Voilà. Alors, je laisse le lire et puis le commenter en 2 secondes. C'est le lien entre la marque et puis l'activité sociétale, finalement, on se pose toujours la question. Oui, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, c'est un sujet qu'on a pris en compte depuis une dizaine d'années, comme je vous l'expliquais, parce que dans les entreprises, il y a un certain nombre de causes qu'on décide de soutenir, et cette cause-là en est une. Donc, en fait, quand j'ai rencontré Force Femmes il y a 10 ans, cette association qui aide des femmes de plus de 45 ans, soit à retrouver un emploi, soit à créer leur propre entreprise, on s'est dit comment on peut mettre ensemble nos compétences d'un grand groupe, puis compétences d'une association qui se crée, pour faire en sorte qu'une cause qui était donc celle de l'emploi des femmes puisse se développer. Donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on est partenaire de cette association. Et c'est une association qui fédère 800 bénévoles dans 10 antennes en France. Et ces 800 bénévoles, en fait, apportent leurs compétences lors d'ateliers, de sessions de formation à des femmes qui sont quand même toutes, pour la plupart, donc inscrites à Pôle emploi, qui ont perdu leur job. Parce que après 45 ans, c'est quand même une discrimination assez évidente qui s'opère, et donc c'est un peu malheureux, mais c'est plus compliqué de retrouver un job après 45 qu'avant, et surtout en plus quand on est une femme. Donc en fait, ce dispositif aujourd'hui, après 10 ans, on considère que c'est un bilan extrêmement positif. Et moi, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que quand j'ai réalisé qu'on pouvait apporter sa compétence en tant que salarié à des associations comme celle-ci, je me suis lancée dans cette aventure du mécénat de compétences. Ça fait partie aussi, je crois, des sujets que vous vouliez qu'on aborde. C'est-à-dire comment moi, dans mon entreprise, je peux apporter de ma compétence à une association, à un groupe, à une institution, et en même temps bénéficier pour moi-même d'un apprentissage. Car je peux vous assurer que la première fois qu'on anime une session, un atelier pour des femmes qui sont en décrochage, que soi-même on a la chance d'avoir un métier et un job, c'est très impressionnant. Et moi, à chaque fois que je vais animer un atelier, une formation dans cette association-là, que je rencontre des femmes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent créer leur entreprise, je rentre chez moi le soir extrêmement enrichie, extrêmement renforcée. Parce que c'est ça, ce à quoi je crois. C'est vraiment de faire en sorte que l'apprentissage dont on parlait ce matin, apprendre à apprendre toujours, ça permet de toucher à chaque fois aussi ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est doué, et donc ainsi de toujours garder confiance en soi dans son parcours professionnel à des moments où peut-être on peut avoir un peu plus de doute. Parce que le doute, ce n'est pas que quand on est jeune. Le doute, on l'a aussi dans des circonstances de vie professionnelle où c'est compliqué. Moi, c'est vrai que je suis chez Coca-Cola depuis très longtemps, mais pour rester longtemps dans une boîte comme celle-ci, il faut toujours se remettre en question. Et la remise en question est pour moi une forme aussi de toujours s'inviter à se reconnecter avec ce qui fait son talent, ce qui fait sa force, ce qui fait le fait qu'on va pouvoir créer une petite différence significative dans la société dans laquelle on est. Merci pour votre témoignage. Jean-Marc Tassetto, un point sur votre produit, j'allais dire, en tout cas votre proposition, votre offre sur les MOOC. En quoi elle est singulière? Parce qu'on a maintenant un nombre important de MOOC qui sont créés. Pourquoi vous allez réussir? Enfin, vous avez des chances de réussir. Et quelle est l'originalité de votre approche? Alors, on a déjà des beaux indicateurs d'une forme de réussite. On a plus de 800 000 apprenants sur notre plateforme, plus de 120 entreprises clientes, plus de 1000 cours. Vos clients, depuis c'est les récemment. entreprises, vos Plutôt clients. les entreprises. Donc voilà, nous, on s'appelle Corp Academy. Donc on est vraiment dans le monde de la formation en entreprise. On adresse un sujet important qui est le sujet de l'employabilité.
C'est-à-dire, je suis dans l'emploi, comment est-ce que face à cette révolution digitale, face au fait que je lis, j'entends que 30% des jobs à venir vont être détruits, on peut rajouter que 100% des jobs sont en cours de transformation. Je lis dans le journal que la blockchain, que l'intelligence artificielle va détruire mes jobs, que les robots... Bon, bref, tout cet environnement qui est quand même extrêmement angoissant. Face à ça et face à ces grands enjeux de transformation, les entreprises ont reconnecté des grands enjeux de formation. C'est un peu la bonne nouvelle, c'est que désormais les sujets de formation s'adressent au niveau des comités exécutifs et c'est plus uniquement le sujet du DRH ou du responsable de la formation dans l'entreprise. Nous, on a voulu traiter un sujet très simple et s'il y a parmi vous de jeunes entrepreneurs, je vous invite à identifier un sujet, à essayer de craquer ce sujet-là en profondeur. Nous, c'était l'expérience très ennuyeuse du e-learning, même chez Google. Scotcher 50 minutes devant un écran, à passer des slides, du PowerPoint, juste à la fin pour pouvoir dire « j'ai suivi le cours ». À l'ère du digital, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère C'est en vivant cette expérience, vous avez dit il faut transformer cette expérience. Face aux enjeux de transformation, il faut absolument que la formation digitale, c'est-à-dire massive, potentiellement massive et potentiellement hyper individualisée, s'adapte non seulement aux technologies modernes, mais au comportement réel des apprenants. Donc aujourd'hui, votre pédagogie, elle est à 100% digitale. Il n'y a pas de contact physique. Notre pédagogie est à 100% digitale. Elle peut tout à fait compléter une pédagogie présentielle. On a une forte conviction que l'avenir est au blended learning, donc ce mélange entre une pédagogie présentielle et une pédagogie digitale. En étant un peu provoque, on pense même que la salle de classe de demain, c'est un lieu où il n'y aura pas de digital, il y aura une interaction privilégiée entre un apprenant et un sachant. Donc l'humain sera magnifié par le digital, et avant la classe et après la classe, le digital permettra d'apporter de la massification, de l'accès, de l'efficience économique et de l'impact. Vous formez des collaborateurs, des dirigeants aussi? On forme des collaborateurs, on forme des dirigeants. Alors, remettre les dirigeants en situation de formation, c'est un sujet en soi. Ouais. Ils résistent un petit peu, ils n'ont pas envie de se remettre en cause, ou ils n'ont pas le temps ou... Ce n'est pas un sujet de remise en cause, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien l'enjeu de formation de leurs collaborateurs. Après, appliquer à un agenda de dirigeants du CAC 40 ou d'une grande entreprise les contraintes de la formation telles qu'elles sont, formation professionnelle telles qu'elles sont définies à date, ce n'est pas toujours très simple. Il y a un agenda aussi, un dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup pris par du management, par de la communication, par de la communication vis-à-vis des analystes financiers, ainsi de suite. Donc il faut trouver un chemin pour retrouver du temps. Donc quand vous vous disiez pourquoi on s'est différencié, pourquoi notre plateforme Corp Academy connaît le succès, on a par exemple inventé un module de micro-learning de 5 minutes, correspondant à 4 questions, réponses, à une vidéo courte, qui permet de trouver un peu de temps, un peu de chemin dans un agenda extrêmement surchargé. Un deuxième élément de succès, c'est qu'on a créé un écosystème à la Netflix, avec des éditeurs, donc on a des cours avec des grands éditeurs, ça peut être IBM sur la blockchain, mais également les éditions Erol, Duno, Euronews. On a créé un cours récemment sur le français au travail avec Becherel. Voilà, donc on a craqué cet écosystème de la production et de l'édition de cours sur des plateformes digitales. Redouane Mebarki, quand vous accompagnez un dirigeant à la reprise, vous lui demandez de se former? La formation, c'est le cœur du réacteur. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un exercice un petit peu particulier pour moi parce que je fais une espèce de retour vers le futur. Enfin, voyez-moi comme quelqu'un qui vient du futur parce que le public que j'ai d'habitude, c'est vous dans 15 ans. Moi, j'ai essentiellement des demandeurs d'emploi, donc ce qu'on appellera des décrocheurs professionnels, des gens qui n'arrivent pas à travailler sous la forme salariale parce qu'ils sont trop vieux, trop femmes, trop noirs, trop arabes, trop pas le bon sexe, trop... Enfin, toutes les raisons qui font que mécaniquement, ils décrochent professionnellement. Souvent, quand ça dure trop longtemps, on est au RSA, puis après, on arrête d'y croire, on arrête d'avoir confiance, on arrête de se laver. Enfin, il se passe plein de trucs pas drôles. Et quand on n'a plus trop de thunes pour se loger en province, on habite dans des quartiers HLM. Et voilà, le chemin, il est tout fastoche, en fait, pour se retrouver dans cette situation où vous vous retrouvez en décrochage. Donc, finalement, tout va bien pour le coup... Enfin, ce n'est pas votre cas encore, je l'imagine. Tout va bien. Ce que j'ai juste envie de vous apporter comme message, c'est
c'est tout va bien. En fait, c'est pas grave si aujourd'hui vous savez pas exactement ce que vous devez faire. Le seul truc, c'est en fait juste de rester dans un move, de continuer à se former, de continuer à apprendre des trucs. Et c'est pas grave si pour certains d'entre vous, vous dites mais je sais même pas pourquoi je fais ça. Je suis pas encore super convaincu que la route que j'ai choisie c'est la bonne. Mais c'est pas grave parce qu'en fait à chacune des marches que vous montez, en fait, il en reste toujours un bout super positif qui fait qu'à un moment, ça va devenir le cocktail de votre capital humain. Parce que là, vous apprenez un truc, vous êtes peut-être en train de vous former une matière dont vous n'êtes pas hyper convaincu que c'est la bonne matière. On s'en fout. Il va en rester un truc. Ça va vous plaire. Ça va forcément devenir un bout de votre capital. Vous devez plus miser aujourd'hui. Attendez voir, quelle bêtise vous racontez sur moi. Oui, c'est un peu sur vous. Hein. J'aurais pas. Mais en gros, vous êtes visé là. Bon, bravo. Ouais. Et ça m'amincit d'ailleurs, si vous pouviez faire mon CV, ça c'est vachement bien. Okay. C'est bien, ça aurait été au ventre. Misez sur votre capital humain. Vous ne devez plus faire de choix sur l'idée d'avoir le diplôme qui va devenir votre passeport à vie pour votre travail. Faux, c'est des conneries. Votre diplôme, il y a un moment ou un autre, il ne servira plus à rien. La connaissance que vous aurez gagnée, elle servira à un truc. Effectivement, demain, peut-être que la connaissance, vous la ferez avec votre smartphone, en apprenant depuis vos toilettes, depuis votre salon, depuis une salle de cours, on s'en fout. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous y apprenez et qu'est-ce que ça vous apporte. Et si je pouvais vous donner cet espoir, capitalisez là-dessus, parce que le temps que ça vous monte au plafond et vous commenciez à avoir l'idée de ce que vous voulez faire, et bah tant mieux, vous serez resté dans un move et vous aurez capitalisé. Et je suis sûr que si vous demandez à tous les seniors, entre guillemets, autour de vous, est-ce qu'ils ont enfin compris le truc pour lequel ils étaient faits dans la vie, je suis sûr qu'il y a la moitié d'entre eux qui vous disent « mais j'en sais rien, j'en sais toujours rien ». Et à la rigueur, ce que j'avais envie de faire il y a 4-5 ans, j'ai peut-être plus envie de le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore envie d'avoir le même projet professionnel à 14 ans qu'à 45 ans ? On a le droit de changer d'avis. On a le droit de se faire un move 4-5 fois dans sa carrière. Et finalement, le seul truc qui vous rend riche de pouvoir pratiquer ce move, c'est de miser sur votre capital humain, de dire je suis riche de mes talents, je suis riche de tout ce que j'ai acquis comme compétences au fur et à mesure de mes formations et de mes expériences professionnelles. J'ai juste à choisir le véhicule qui correspond le mieux à mes envies du moment. J'étais genre hyper... Ça, c'est un discours de politique ou vous l'avez créé maintenant là, en vous inspirant de la situation et du public ? Je pense que c'est surtout un discours qui vient du cœur. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en capacité de savoir que va valoir votre diplôme demain. D'ailleurs, est-ce qu'on vous demande encore votre diplôme pour vous faire bosser ? Je pense qu'on ne me l'a jamais demandé. Hein. C'est votre talent. Parce qu'effectivement, moi, je suis convaincu que demain, quand vous faites les meilleurs gâteaux de la ville, vous pouvez être noir, arabe, vieux, jeune. On s'en fout. Si vos gâteaux ils sont bons, vous les achetez. Si vous êtes le meilleur électricien du coin, les gens vous commandent vos services et votre planning est booké à l'année. En fait, il y a un truc auquel je crois fondamentalement, et c'est pas de la politique, c'est juste du bon sens, c'est le talent. Vous avez envie de manger dans un resto moyen, vous ? Non. On veut un bon resto, on veut un bon électricien, on veut un bon couturier. Enfin, l'idée... Et pour être bon, il suffit simplement de trouver un truc, c'est dans quoi je suis bon. Donc effectivement, si je pouvais juste donner un conseil, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Si je pouvais juste vous orienter, vous dire, les copains, la direction dans laquelle vous devez regarder aujourd'hui, elle est à l'intérieur. Apprenez à vous visiter vous-même, apprenez à comprendre quelles sont vos forces et je sais que je fais des phrases hyper longues, mais le week-end a été long, j'ai pas causé du week-end. J'avais ma fille de 6 ans, donc là j'ai besoin de lâcher de l'énergie. Et ma gamine, on va vous laisser, on va aller déjeuner, on va vous laisser avec... Mais si vous n'êtes pas tout bien carré comme il faudrait que vous soyez carré, c'est pas grave, c'est ok. Si vous n'êtes pas tout bien rond, tout bien triangle comme il faudrait pour que vous rentriez dans la machine, tout va bien. C'est trop génial d'avoir une forme unique. Et c'est cool que vous soyez chelou, que vous ayez des formes qui ressemblent à rien. Pourquoi ? Parce qu'en étant une forme unique, mais en fait, vous êtes irremplaçable. On ne pourra pas en mettre un autre à votre place parce qu'en vous virant, ça va être vachement chiant parce que vous avez une forme tellement chelou que quand on va vous remplacer, on va être emmerdé. Donc, assumez le fait de ne pas être comme les autres. Et c'est cool, le fait de ne pas être comme les autres, tout simplement parce que vous vous rendez indispensable, vous vous rendez unique. Voilà, j'arrête. Qui est-ce qui veut intervenir ? Qui souhaite... Monsieur. Alors, on a un monsieur auquel il faudrait associer un micro. Voilà. Et après, tout va aller. Bonjour. Bonjour. Ma question est pour monsieur Mbarki. Vous aviez dit que vous étiez extraverti, mais là, à ce moment, le e-commerce est, on va dire, à son apogée. Mais vous pensez vraiment qu'on doit vraiment avoir cette qualité pour travailler dans le domaine du commerce ?
Du commerce ou du e-commerce? Bah, c'est un lien, non? Et il y a un lien entre les deux. Le commerce et le e-commerce, c'est un peu pareil. Ok, alors je vais tenter de vous répondre du mieux que je peux. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais moi de bon sens. Je me dis un truc. Je reprends dans l'ordre de la vision qui est la mienne. C'est déjà dans quoi je suis bon. Si effectivement demain, je ne sais pas dans quoi vous êtes bon, mais vous dites voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Déjà, et c'est le truc dans lequel j'ai une aptitude naturelle, j'ai une force, j'ai une compétence. Voilà, ça y est, j'ai choisi mon truc. C'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux offrir comme service. Et si effectivement demain la clientèle ou le meilleur support qui me permet d'offrir ce service, c'est le digital, c'est le numérique ou c'est Internet, très bien. C'est un super endroit pour le faire savoir. Et là où je trouve ça génial, c'est que c'est complètement compatible. Pourquoi? Parce que c'est qui dirige aujourd'hui la mécanique sur les réseaux sociaux? C'est les gens et leur avis. Donc vous pouvez faire vachement confiance à votre talent. Parce que s'il est bon, les gens qui viendront bouffer chez vous, ils iront mettre des commentaires en disant que vous êtes vachement bon. N'oublions pas qu'Internet aujourd'hui, c'est l'ère dans laquelle je ne veux pas qu'on me dirige ma route. Sous la compétence de l'ancien directeur de Google, on nous dicte plus notre route, c'est plus le système qui vous dit que grâce à votre diplôme ou à votre truc, vous êtes ça. Aujourd'hui, c'est les gens qui viendront bouffer chez vous, qui disent que vous êtes bien. Regardez les grosses boîtes, c'est quoi? Les grosses boîtes, c'est Blablacar et c'est tout ça qui dit, voilà, le mec là, il est plutôt cool, tu peux le faire monter dans ta bagnole. L'appart là, il est plutôt cool, tu peux le louer. L'hôtel là, il est vachement bien, j'y ai dormi, tu peux y aller. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, le digital doit devenir l'endroit de preuve de votre talent. Si vous êtes bon et que les réseaux sociaux le racontent, alors pour moi, c'est la clé de la réussite de votre commerce sur le digital. Du coup, pour vous, comment dire, l'avis des gens compte beaucoup quand on fait du e-commerce? Mais par c'est exemple. le sujet de demain. C'est les gens qui demain vont dire que vous êtes bon. Donc si vous n'êtes pas bon, mais juste cherchez pas, vous allez vous faire démonter la gueule en 2 secondes. Oui. Monsieur, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, j'aurais aussi une question pour monsieur Radon Mebarki. J'ai 15 ans et j'aimerais savoir quel est pour votre association l'intérêt de reprendre l'entreprise. D'accord. Vous êtes dans quel cursus Je suis en terminale STMJ. D'accord. J'ai manqué le Sur tout petit finance. bout du début. Oui, j'aimerais savoir pour votre association quel est l'intérêt de reprendre l'entreprise. Pour mon association ou pour vous? Pour vous. Ah, pour moi. Alors, mon association, elle n'a aucun intérêt à part celui d'aider des gens qui sont complètement paumés. Donc, c'est une association loi 1901. Moi, je fais ça à côté de mon travail, c'est mon hobby. Donc, moi, j'aide des gens, si vous voulez, dans le public de ces gens-là, entre chômage et salariat, moi, j'amène une nouvelle page qui est celle de l'entrepreneuriat. Et pour tous ceux qui disent « Ok, Rad, je veux bien entreprendre parce que, de toute façon, on ne veut pas de moi sous la forme salariale parce que je suis trop noir, trop arabe, trop vieux, trop jeune, trop femme, trop machin », je leur dis « Ok, entreprenez ». Et ceux qui me disent « Je veux bien entreprendre et j'ai pas d'idée », je leur dis « T'inquiète pas, on va reprendre la bonne idée d'un autre ». Voilà, tout simplement, notre asso, elle fait ça. Est-ce que vous avez intérêt à faire ça pour le moment? Non. Vous m'intéresserez le jour où, déjà, vous aurez compris dans quoi vous êtes bon. Ensuite, dans l'ordre, vous essayez sous la forme salariale parce que aujourd'hui, travailler sous la forme salariale, c'est quand même vachement plus sympa que sous la forme entrepreneuriale parce que ça peut être la même mission à partir du moment où il y a un patron qui croit en vous, qui vous donne un salaire pour le faire. C'est la même mission, mais en moins stressante et en moins chiante. Si vraiment, malgré tout ça, on ne croit pas en vous et qu'on ne veut pas parce que vous êtes noir, ou que vous n'avez pas le bon parcours, que vous n'avez pas le bon CV, vous leur dites « bougez pas, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe » et là, vous irez à l'entrepreneuriat. Parce que finalement, c'est là où vous irez avec une revanche. Tu vas voir que j'ai raison. Tu vas voir que ce n'est pas parce que je n'ai pas le bon CV ou que je ne suis pas né au bon endroit que je ne peux pas y arriver. Voilà pourquoi ça sera à ce moment-là que mon association elle pourra vous aider. D'accord. Et est-ce que vous reprenez que des entreprises en bonne santé? Moi, je reprends que des gens en bonne santé. C'est les gens que j'accompagne qui reprennent des entreprises. Donc, quelle que soit l'entreprise, l'idée, c'est de trouver l'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui correspond le mieux au talent de certains. Donc, par conséquent, vous limitez la prise de risque? Donc, par conséquent, je réduis le champ d'erreur de l'inadéquation homme-projet, si je devais vous parler du terme technique. Vous pouvez la refaire, là, celle-là Souvent, il y a des bonnes idées d'entreprise. Il y a des bonnes personnes, sauf que c'était surtout pas une bonne idée que la personne-là reprenne l'entreprise-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes bon commercialement et que vous allez reprendre une boîte dans laquelle le rôle clé du dirigeant, c'est d'être dans le bureau de derrière et de faire des chiffres toute la journée, et ben vous êtes juste en train de faire une grosse connerie. Si vous êtes plutôt bon en chiffres et que vous êtes sur le point de reprendre une boîte dont le rôle clé du dirigeant, c'est d'être commercial, vous êtes juste en train de faire une connerie. C'est pas une boîte qui est faite pour vous. Par contre, vous êtes un super commercial, du genre moi. Et le rôle clé... Et le rôle clé du dirigeant, du genre une boîte qui vend une entreprise qui vend des fenêtres. Et le rôle clé du dirigeant, c'est de vendre des fenêtres.
Moi, demain, qui reprend cette boîte, c'est une vachement bonne idée parce que je vais pouvoir exercer mon talent toute la journée. Et même si je fais 2-3 trucs qui m'ennuient, du genre de l'administratif ou de la compta, eh ben, je le ferai un peu vite fait et puis je prendrai des gens dès que je peux pouvoir les payer pour le faire. Mais surtout, mon rôle clé, la réussite de mon projet entrepreneurial résidera sur moi et mes talents. J'ai répondu à votre question? Merci, monseigneur. Merci. Autre intervention? Quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur. Bonjour. Je voulais partager une expérience avec vous. Quand on n'est pas Jean-Marc Tassetto, avec un parcours aussi riche et un nom patronyme qui sonne français, ou qu'on n'est pas Sarah Besnaïnou qui a fait HEC, par exemple, et Monsieur Radouane parlait des malus quand on peut cumuler quand on a notre profil non atypique. Eh bien, moi, je ne m'appelle pas comme ça et je n'ai pas fait HEC. J'ai quand même un projet et je voulais monter une entreprise d'éducation numérique, formation, tout soutien scolaire, etc. Et ce, après avoir fait quelques mois d'assistance d'éducation dans un collège de Créteil, puis travaillé aussi pendant quelques mois comme animateur scientifique. Je faisais le code, l'apprentissage du code, les multimédias, l'informatique, etc. aux élèves écoliers. Et j'ai décidé que c'était mon parcours. À ce moment-là, je sacrifiais la recherche d'emploi en disant je peux me concentrer à la maturation de mon projet et gagner peu, mais dans le bon sens. Donc j'ai demandé le RSA. Si vous me permettez de vous résumer 3 années de procédure en 3 minutes, de vous lire quelques exemples. Des réponses qui m'ont été données, vraiment comme on m'a cassé les pieds. Et ça résume tout. Hein. Donc ces jeunes-là, qu'on leur dise ayez la motivation, bien sûr c'est nécessaire, mais ils devraient savoir à quoi s'attendre. Est-ce que vous me permettez 3 minutes de... 2-3 exemples, oui, parce qu'après chacun doit pouvoir s'exprimer, mais c'est intéressant d'avoir 2-3 exemples de difficultés Paris, que vous avez rencontrées. Et c'est Paris, le département de Paris. On ne parle pas de la province, on ne parle pas de l'Île-de-France, c'est vraiment Paris. Hein. C'est Anne Hidalgo et compagnie. Voilà, donc juste ce que je dis moi, dans mon contrat d'engagement réciproque. Je me suis investi dans un master spécialement ingénierie pédagogique pour prendre mon destin en main en créant une entreprise viable, innovante et compétitive dans le soutien scolaire et la formation. En parallèle, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat pour maturer mon projet de création d'entreprise et suivi plusieurs sessions de formation ponctuellement, par exemple celle proposée par le Pépite pour l'étudiant. Peut-être justement pour partager votre expérience, quels sont les 2-3 moments où vous avez eu des résistances et des freins? C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est sur mon projet. C'est-à-dire, j'avais un projet maturé, et ce que me rétorque le département de Paris, les pépites, je veux dire. Donc, je passais vraiment au meilleur du meilleur. Or, l'examen de votre CER, au vu du diplôme de master déjà obtenu et du nombre de formations professionnelles déjà suivies, la présidente considère que vous étiez en mesure de rechercher à plein temps un emploi. Alors, je n'ai pas du tout cherché un emploi. Et puis, quand on va au contentieux, Donc, dans son projet d'insertion, monsieur indique être en master pro, information et communication, et précise qu'à l'issue de son master, il souhaite créer une entreprise dans le soutien scolaire et formation. De plus, comme l'indique son CV, bourré, mon CV, donc licence d'anglais, maîtrise d'anglais, un master en sciences du langage, mais je ne connais pas les techniques de l'ingénieur pédagogique. Qu'est-ce qui vous répond ça? C'est le service du département, donc au nom de Madame Hidalgo. Et qu'est-ce que vous lui demandiez à ce département? Vous n'êtes pas obligé de passer par le département. C'était quoi c'est lui qui valide le RSA pour les gens qui sont très bien. C'est une dérogation. Donc, on me remet à la case recherche d'emploi. Et puis, les 2 derniers, vraiment, c'est le pépite. L'objectif du RSA est d'insérer professionnellement ou socialement des allocataires et de leur permettre d'accéder à une autonomie financière à court et à moyen terme. Et le département de Paris entend encourager des formations permettant une reprise d'activité. Or, la poursuite d'un master en communication présente un risque important de débouchés aléatoires.
Ok. Cependant, Ok. Je vais résumer, je crois qu'on a bien compris, peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, Jean-Marc Tassetto, mais on a là, et ça c'est un cas de figure qu'on va retrouver très, très fréquemment, des c'est du partenaires. paternalisme, Là, voilà, c'est donc en une partie de disant, vous ne l'administration. savez pas choisir ce que vous voulez faire dans la vie, Voilà, on choisit pour vous. Qui ne valide pas finalement la démarche et qui va dans le même sens, quoi. Alors, je suis absolument incapable de commenter la réponse de l'administration, mais risque important d'aléa, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Donc, et avant d'être le Jean-Marc Tassetto de 30 ans d'expérience, j'ai créé ma première start-up à 25 ans sans me payer pendant 1 an et demi. Donc, je vois à peu près ce dont vous voulez parler. Et puis, j'ai un nom d'origine pas tout à fait française. Donc, je viens aussi d'un monde, d'un univers où on pensait que la compétence et l'entrepreneuriat étaient de nature à faire la différence. Moi, je peux témoigner d'un choix qu'on a fait. Nous, c'est à aucun moment d'être en relation avec l'administration ou de dépendre de l'administration pour notre projet entrepreneurial. Donc, je ne suis pas capable de commenter la réponse qui vous a été faite, mais le premier commentaire que j'ai envie de faire, c'est l'entrepreneuriat seul. L'entrepreneuriat, c'est déjà très difficile. L'entrepreneuriat seul, c'est difficile au carré. Donc, on rejoint les éléments d'équipe. Ça peut être faire équipe en famille, avoir une famille qui vous soutient quand c'est possible. Quand ce n'est pas le cas, il faut effectivement trouver d'autres soutiens. Et c'est trouver des associés, c'est trouver des financiers, c'est trouver des investisseurs. Moi, j'ai 2 investisseurs qui nous ont fait confiance devant moi. C'est quelque chose d'absolument fondamental d'envisager l'entrepreneuriat en équipe et pas en solitaire, parce que l'aventure solitaire me semble terrible. Et je souligne que ce n'est pas un financement, c'est juste pour subvenir à ses besoins. Votre statut, tout à fait. Démerdez-vous, pardon pour le terme, et je me suis démerdé quand même. Merci. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est aller chercher une réponse, non pas du côté des pouvoirs publics, mais aller chercher une réponse du côté du marché, du côté des clients, et c'est souvent le premier client qui fait et qui fonde votre projet entrepreneurial. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à commenter par rapport à votre témoignage. Une dernière intervention pour ce matin. Voilà. Bonjour. Bonjour. Deuxième présence à Citizen. Merci au président. Je viens avec 2 casquettes et je voudrais rebondir sur le jeune homme tout à l'heure qui a parlé de quelque chose d'essentiel dans tout ce qu'on dit. C'est ce qu'on appelle le nerf de la guerre. C'est-à-dire que bien souvent, 95% des individus ont des idées et bien souvent n'arrivent pas à les faire aboutir. Alors il faut comprendre que c'est d'abord l'idée et ensuite l'argent. Je représente le cercle de la finance inclusive, c'est-à-dire qu'on intervient sur ce qu'on appelle l'apport initial, c'est-à-dire le 1 euro qui vous permet de faire le brevet, le 1 euro qui va vous permettre de payer soit un expert comptable, soit un avocat, etc., etc. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si vous ne partez pas, à partir de là, vous n'avez pas ce qu'il faut, alors on propose, nous, l'éducation financière citoyenne. C'est quoi? Que vous ne fassiez plus gla devant le banquier, que vous n'ayez pas peur. Vous allez vous approprier tous les outils pour pouvoir faire en sorte de disposer du 1 euro initial et pouvoir créer. Alors, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Hein. N'ayez pas peur. Créer. La France est un écosystème extraordinaire. Je viens de la finance internationale, je voyage beaucoup, mais il faut créer. N'ayez pas peur. Ils l'ont tous dit d'ailleurs. Dans tout ce qu'ils disaient, c'est vous dire, croyez en vous, et ce en quoi vous croyez, allez-y. Allez-y, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. On a toujours peur de l'inconnu. Alors, vraiment, les jeunes, je suis ravi de savoir que vous êtes là aujourd'hui. L'année dernière, je n'avais pas de jeunes. Je tenais à vous dire que je suis disposé à accompagner financièrement, je m'entends, hein, tous ceux qui veulent créer. Et je rejoins l'idée de M. Redouane. Plutôt que de créer tout de go, idix nihilo, il y a 60 000 entreprises à transmettre en France, à la Chambre de commerce. Et nous, financiers, plutôt que quelqu'un qui crée, il va venir avec une entreprise qui a un potentiel, qui a un vécu, qui a un portefeuille. Et là, on pourra lui donner l'apport initial. Voilà, c'était vraiment pour vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais proposer
Alors, intervenant de réagir et de conclure la table ronde sur les thèmes qui vous sont chers ou propres. Moi, je voudrais juste conclure en disant que si vous recherchez un outil de formation justement à la création d'entreprise, on en a développé un avec Force Femmes qui s'appelle Ma Boîte. Donc, c'est www.maboîte-entrepreneur.fr. C'est un module de formation qui est entièrement gratuit et qui a une dizaine de modules. Donc ça passe justement de l'élaboration de son idée jusqu'à la commercialisation de son idée, développement, etc. Donc allez sur cet outil si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur la création d'entreprise. Merci de votre attention. Merci. Non, deux choses. La première, apprendre à se connaître, qui est une philosophie de vie. Faites vos expériences, testez beaucoup de choses, arrêtez très vite. Mais faites des expériences. Et la deuxième, c'est sur la plateforme corpacademy.com, vous avez accès à peu près 1000 cours, dont beaucoup orientés sur les compétences 12 comportementales, qui sont à votre disposition. Merci beaucoup. Dernier mot. Petit conseil que je peux vous donner, ils seront vachement durs à les avoir pour des stages après. Profitez de cette journée pour essayer de faire des contacts et les avoir sur les réseaux sociaux. Demain, ça pourra vous simplifier l'entrée dans les entreprises pour faire vos stages et vous entrer dans le monde professionnel. Allez-y, chopez-les, ils sont là, ils sont accessibles. Merci beaucoup.